get this. Dès le moment de sa sortie, en 1977, Saturday Night Fever a explosé comme un séisme culturel secouant à la fois le monde du cinéma et celui de la musique. Le film n'a pas seulement propulsé John Travolta au rang de star la plus éclatante de la planète, mais il a également déclenché une frénésie disco qui s'est répandue à travers le globe. Cependant, l'éclat des projecteurs n'a réussi à dissimuler qu'une partie de la vérité. Derrière les pas de danse légendaires se cachent des secrets sombres à peine croyables. Une scène si terrifiante qu'elle a suscité une indignation violente du public lors de sa sortie en salle, et sur le plateau, le réalisateur a été accusé de harcèlement envers une actrice. Un scandale que l'équipe a désespérément tenté d'étouffer. Et ce n'est que le début. Préparez-vous dès maintenant à découvrir toutes les vérités choquantes derrière Saturday Night Fever. Un film qui semblait n'apporter que l'éclat du disco, mais qui en réalité dissimule des zones d'ombre qui ont ébranlé Hollywood. 1. Le réalisateur accusé de harcèlement envers une actrice sur le plateau. John Badham, le nom associé aux images éclatantes, celui qui a contribué à faire de Saturday Night Fever une icône cinématographique immortelle. Grâce à ce succès, il a été célébré comme un réalisateur talentueux, capable de transformer une piste de danse disco en une tempête culturelle mondiale. Mais derrière cet éclat se trouve une tache qui fait frissonner beaucoup de gens. Des années après la sortie du film, l'acteur Paul Papp, qui jouait Double G, a soudainement accusé John Badham d'avoir eu un comportement inapproprié envers certaines jeunes actrices figurantes. Les rumeurs se sont amplifiées, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Certains ont raconté que John avait été surpris en train de toucher une actrice, en l'absence de témoins, avant que tout ne soit rapidement étouffé. Par ailleurs, il y avait des bruits selon lesquels, lors du casting des actrices, il choisissait délibérément des jeunes femmes belles et séduisantes. Certains ont même évoqué des soirées en coulisses où le réalisateur lançait des plaisanteries déplacées, laissant une impression désagréable à beaucoup. Bien que personne n'ait confirmé officiellement et que la vérité n'ait jamais été éclaircie, la simple existence de ces murmures a suffi à entacher gravement la réputation du réalisateur et du film. Et alors que le public était encore secoué par ces controverses, à l'écran, une tragédie dans la vraie vie est venue à te frapper, laissant toute l'équipe du film sous le choc. 2. John Travolta a failli abandonner le rôle principal à cause de la perte tragique de sa petite amie. Derrière l'éclat éblouissant de l'écran, John Travolta, alors âgé de 23 ans, vivait les jours les plus douloureux de sa vie. Lors du tournage de la série The Boy in the Plastic Bubble, il est tombé amoureux de l'actrice Diana Hyland, une femme de 18 ans, son aînée qui jouait sa mère à l'écran. Cet amour étrange s'est épanoui rapidement, malgré la différence d'âge, et est devenu une immense source de motivation pour Travolta. Mais le destin s'est montré cruel. Quelques mois plus tard, Diana Hyland a été diagnostiquée d'un cancer du sein. La maladie a progressé si vite qu'elle n'a pu tourner que quelques épisodes supplémentaires avant de s'éteindre à l'âge de 41 ans. Pendant cette période, Travolta a quitté le tournage de Saturday Night Fever pour se rendre à Los Angeles, veillant au chevet de celle qu'il aimait, tenant sa main jusqu'à son dernier souffle. Cette perte a presque poussé Travolta à abandonner le rôle qui a forgé sa légende. Mais il est revenu sur le plateau portant encore le poids d'une douleur à peine apaisée pour achever chaque scène. Mais les tumultes en coulisses n'étaient rien comparés au choc auquel le public a dû faire face à l'écran. 3. La scène de viol dans le film a déclenché une vive controverse mondiale. Lors de la sortie de Saturday Night Fever, le public s'attendait à un film musical scintillant, débordant de lumière et de danses endiablées. Mais au lieu de cela, le réalisateur John Badham a plongé les spectateurs dans une zone obscure, presque inconcevable. L'une des scènes les plus choquantes est celle où les amis de Tony forcent Annette Donna Pescow sur la banquette arrière d'une voiture et la violant exposant un visage sombre et cruel de la jeunesse de Brooklyn. Ce moment a été insupportable pour beaucoup de spectateurs,
Certains ont quitté la salle en silence, d'autres ont exprimé leur indignation, estimant que le film avait dépassé les limites d'une œuvre de divertissement. Cette scène a suscité un débat acharné dans la presse. Était-elle vraiment nécessaire pour refléter la réalité ou n'était-ce qu'un choc gratuit? John Badham a défendu sa décision. Nous ne voulions pas tromper le public. Nous devions montrer qu'en dessous des lumières éclatantes du disco, il existe un monde sombre et cruel. Quelle que soit la perspective, cette scène a laissé une marque obsédante pendant des décennies, faisant de Saturday Night Fever un sujet de débat incessant. Et ce choc s'est accompagné d'une autre histoire, où la collègue de Travolta, l'actrice Donna Pescow, a dû endurer une pression impitoyable de la part des producteurs. 4. Donna Pescow, forcée de prendre puis de perdre du poids sans relâche pour le rôle. Pour incarner Annette, une jeune fille rêveuse mais peu attirante dans le film, Donna Pescow a dû accepter une exigence cruelle des producteurs, prendre du poids pour paraître plus ordinaire. À peine habituée à son nouveau physique, elle a reçu l'ordre inverse. Perdre du poids rapidement pour correspondre aux scènes sensuelles. Ces changements constants l'ont épuisée physiquement et mentalement. En coulisses, beaucoup de collègues ressentaient de la compassion en voyant Pescow, à peine sortie d'une scène, se lancer dans un régime alimentaire draconien, les yeux toujours empreints d'une anxiété palpable. Mais ces efforts ont porté leurs fruits, car le public a reconnu son talent, faisant de Donna une actrice à la hauteur de son professionnalisme. Et cette tragédie n'était pas la seule à rendre les coulisses du film si troublantes. 5. La scientologie s'est infiltrée dans les coulisses, semant la confusion dans l'équipe. Pouvez-vous imaginer qu'un film disco scintillant soit enveloppé par l'ombre d'une religion mystérieuse? John Travolta, la star la plus brillante de Saturday Night Fever, était déjà à l'époque un fervent adepte de la scientologie. Et cette croyance est devenue le déclencheur de nombreuses rumeurs au sein de l'équipe. Certains ont raconté que Travolta invitait fréquemment ses collègues à assister à des réunions, d'autres ont affirmé que certains membres avaient été poussés à envisager de rejoindre le mouvement. Un employé de production exaspéré a déclaré sans détour « Je suis venu pour faire un film, pas pour rejoindre une religion ». L'ambiance en coulisses, déjà tendue par les délais, s'est alourdie davantage à cause des soupçons et des divisions. Par la suite, pour éviter d'éventuels conflits, la production a dû intervenir. Les discussions sur les croyances religieuses ont été strictement limitées et l'équipe a été rappelée à se concentrer exclusivement sur le travail. Travolta était resté silencieux sans contester publiquement, mais beaucoup pensaient que ce silence n'était qu'un moyen de maintenir une paix temporaire. Il n'a pas abandonné sa mission de prosélytisme, mais il n'a pas non plus quitté le tournage. Et dès le début, ce choc culturel était en réalité une supercherie monumentale. 6. Tout le film s'est construit sur un mensonge. Pensiez-vous que Saturday Night Fever était né d'une histoire authentique reflétant la vie trépidante du disco à Brooklyn dans les années 70? La réalité est bien plus cruelle. À l'été étouffant de 1975, le magazine New York Magazine a publié un article intitulé « Tribal Rights of the New Saturday Night ». L'auteur, Nick Cohn, un jeune journaliste anglais récemment arrivé en Amérique, y dépeignait le portrait d'un jeune italo-américain de Brooklyn nommé Vincent Célébré comme le roi du disco au cœur des nuits enflammées. Cet article a fait sensation, capturant toute une génération emportée par le tourbillon de la musique des Lumières et des instincts sauvages. Il a attiré l'attention du producteur Robert Stigwood, qui a rapidement acquis les droits pour l'adapter au cinéma. Mais près de 2 décennies plus tard, en 1994, Cohn a avoué une vérité qui a secoué Hollywood: le personnage de Vincent n'a jamais existé. Il a admis avoir entièrement inventé cette histoire, s'inspirant d'un ami connu à Londres, sans aucun lien avec Brooklyn. Ce tableau culturel, considéré comme réaliste, n'était qu'une mise en scène audacieuse. Et l'ironie suprême est qu'un mensonge a servi de fondation à un phénomène culturel mondial, transformant à jamais l'histoire du cinéma et de la musique. Cette frénésie ne s'est pas arrêtée sur la piste de danse.
elle a suivi les adolescents jusque dans les rues, où l'imitation est devenue bien plus dangereuse. 7. Des adolescents se lancent dans des courses de voitures risquées après avoir vu le film. Dans le film, Tony Monero et ses amis conduisent comme des rebelles insouciants, filant à toute vitesse sur les ponts reliant Brooklyn. Pour beaucoup de jeunes spectateurs, cette image est devenue une recette de rébellion séduisante. Dans le New Jersey, la police a surpris un groupe d'adolescents en train d'organiser une course de voitures juste après la fin d'une séance. Interrogés sur leur motivation, ils ont tous répondu « Nous voulions être Tony Monero dans la vraie vie ». Cet incident a choqué l'opinion publique, obligeant la police à émettre un avertissement officiel sur l'impact dangereux du film. Mais ce n'était que la partie émergée des controverses sombres. Lorsque Saturday Night Fever a envahi les salles, l'Amérique entière s'est enflammée pour l'image de John Travolta en costume blanc tournoyant sous les lumières disco. Des millions de jeunes se sont précipités dans les boîtes de nuit, imitant chacun de ses mouvements, du déhanché à la démarche assurée. Mais cette fièvre s'est vite transformée en cauchemar dans les urgences. Les hôpitaux de New York et d'ailleurs ont signalé une augmentation fulgurante des blessures entorses, luxations de hanches, fractures des bras et des jambes. Un médecin de l'hôpital Bellevue a même baptisé ce phénomène avec une pointe d'ironie « Travolta-itis », la maladie causée par la danse. Jamais un film n'avait poussé le secteur médical à intervenir à cause de blessures liées à la danse. Mais parfois, les chocs ne venaient pas du public, mais des acteurs eux-mêmes sur le plateau. Une scène apparemment anodine, mais qui a laissé une anecdote mémorable en coulisses, s'est déroulée dans un restaurant White Castle. Au lieu d'embaucher des figurants, l'équipe a décidé d'utiliser les vrais employés du restaurant pour plus d'authenticité. Le réalisateur leur a demandé de travailler comme d'habitude, tandis que les acteurs avaient carte blanche pour improviser. Quand les caméras ont commencé à tourner, tout se passait normalement jusqu'à ce que Paul Pape, l'interprète de Double J, baisse soudainement son pantalon en public. Les employés derrière le comptoir non prévenus ont affiché des expressions de stupeur totalement authentiques. Et cette spontanéité a été intégralement conservée dans le film. Si ces facéties n'ont provoqué que des rires, les tensions entre la star principale et le réalisateur étaient loin d'être aussi légères. 10. Travolta et le réalisateur John Badham en conflit intense pendant le tournage. À l'époque, John Travolta n'était plus un inconnu. Déjà célèbre grâce à la sitcom Welcome Back, Kotter, il savait que le rôle de Tony Monero déterminerait son avenir au cinéma. C'est pourquoi il voulait un contrôle accru sur son personnage, de sa tenue vestimentaire à ses manières, en passant par chaque scène de danse. Mais le réalisateur John Badham avait sa propre vision et refusait de céder. Les deux égos surdimensionnés s'affrontaient constamment. Certains jours, toute l'équipe devait attendre des heures à cause de disputes non résolues entre la star et le réalisateur. De nombreuses scènes n'ont survécu que grâce à des compromis laborieux. Travolta obtenait un peu de liberté pour ajouter sa touche personnelle, tandis que Badham conservait le cadre général. Les coulisses déjà bouillonnantes devenaient encore plus pesantes à cause de ces duels intellectuels tendus comme une lame sous la gorge. Les tensions créatives menaçaient de faire imploser le film, mais ce n'était pas la seule menace. En dehors des salles, une autre force déclenchait une vague de protestations virulentes. 12. The poster and trailer misled audiences about the film's true content. Dès sa sortie, Saturday Night Fever n'a pas seulement enthousiasmé le public, il a également provoqué la colère des organisations religieuses. Plusieurs groupes ont affirmé que le film encourageait la débauche, l'usage de substances illicites et un mode de vie décadent. Un pasteur célèbre a même déclaré « c'est la porte d'entrée vers l'enfer disco ». Ces accusations se sont répandues dans la presse et les églises suscitant l'inquiétude des parents, craignant que leur enfant ne soit attiré dans un monde de ténèbres.
Plutôt qu'une œuvre cinématographique, beaucoup voyaient Saturday Night Fever comme une prédication démoniaque. Ces protestations n'ont pas fait échouer le film, bien au contraire, elles en ont fait un sujet brûlant que tout le monde voulait voir de ses propres yeux. Mais un autre rebondissement se cachait dans la campagne de promotion du film, où le public a été trompé dès les affiches et les bandes annonces. 12. Les affiches et bandes annonces ont trompé le public sur le véritable contenu du film. Les producteurs savaient que les aspects sombres du film risquaient de rebuter le grand public. Ainsi, la campagne de promotion s'est concentrée exclusivement sur les éléments les plus éclatants, les lumières disco, les danses enflammées et l'image de John Travolta en costume blanc. Les affiches et les bandes annonces donnaient la maquille, donnaient l'impression d'un film musical joyeux, un divertissement léger pour tous. Mais une fois dans la salle, les spectateurs ont réalisé qu'ils avaient été dupés. Au lieu d'une simple piste de danse et de la joie, ils ont été confrontés à des scènes adultes audacieuses, des bagarres violentes et des moments sombres bien au-delà de leurs attentes. De nombreux parents venus avec leurs enfants étaient outrés certains, allant jusqu'à demander l'interdiction du film. Cette tromperie des attentes a fait de Saturday Night Fever à la fois un succès au box-office et le centre d'une vague de critiques acerbes. Pour apaiser l'opinion publique et passer la censure, les producteurs ont dû prendre une mesure stratégique. 13. La MPAA a forcé des coupes pour passer de la classification R à PG. Initialement, Saturday Night Fever a reçu la classification R, en raison de son langage grossier et de ses scènes explicites. Cela signifiait qu'une grande partie du jeune public, cœur de cible du mouvement disco, serait exclue des salles. Refusant cette perte, la production a décidé de sortir une autre version, une version PG. Ils ont dû supprimer de nombreux éléments controversés, lisser le film pour le rendre plus adapté aux adolescents. Et cette stratégie a fonctionné au-delà des espérances. La version PG a ouvert la porte à des millions de jeunes spectateurs, contribuant à faire de Saturday Night Fever un phénomène mondial. Mais les drames autour de l'argent et des intérêts ne s'arrêtaient pas là. 14. Travolta, suspecté d'avoir utilisé un cascadeur pour les scènes de danse. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en voyant Travolta danser, j'ai pensé « c'est sans doute son moment le plus brillant ». Chaque tour, chaque mouvement était parfait au point d'être presque irréel. Mais cette perfection a déclenché l'une des rumeurs les plus persistantes autour de Saturday Night Fever. Travolta a-t-il utilisé un danseur professionnel pour le remplacer? Certains spectateurs, en examinant les images, ont affirmé qu'un autre danseur prenait sa place dans les mouvements complexes. Cette rumeur s'est rapidement propagée, suscitant des doutes sur le véritable talent de la jeune star. Travolta a immédiatement riposté « Chaque pas de danse que vous voyez à l'écran, c'est moi, baby ». Il a affirmé s'être entraîné jusqu'à l'épuisement pour atteindre cette perfection. Mais, quoi qu'en dise Travolta, un voile de doute persiste. À ce jour, la question de savoir s'il y avait un fantôme de la danse sur cette piste disco reste sans réponse, rendant le mystère encore plus fascinant. Mais certains moments du film n'ont pas requis de jeu d'acteur, car la peur des comédiens était bien réelle. 15. Une actrice en véritable panique dans la scène du pont Verrazzano. La scène du pont Verrazzano est l'un des moments les plus tendus du film. Et cette tension ne relevait pas uniquement du jeu d'acteur. Donna Pescow, dans le rôle d'Annette, n'avait pas été prévenue du niveau de dangerosité. Face à la hauteur vertigineuse et à l'atmosphère oppressante de la scène, elle a complètement paniqué, cris stridents, tremblements et larmes. Ce qui est choquant, c'est que le réalisateur John Badham a décidé de conserver toutes ces réactions, estimant qu'elles renforçaient l'authenticité. Au lieu d'être une simple scène jouée, ce moment est devenu celui où Donna Pescow a vécu une peur bien réelle. Et pouvez-vous croire qu'un objet culte du film n'avait pas la valeur que le public imaginait? 16. Le costume blanc légendaire ne coûtait que 130 $. Le costume blanc de Tony Monero à l'écran est probablement la tenue cinématographique la plus emblématique des années 70. On pourrait penser qu'il avait été taillé sur mesure d'une valeur exorbitante. Mais la vérité
et bien plus prosaïque, l'équipe du film l'a acheté dans une boutique locale de Brooklyn pour seulement 130 $. Plus surprenant encore, Travolta a tellement aimé ce costume qu'il l'a gardé après le tournage. Peu de gens auraient imaginé qu'un article acheté à la hâte pour si peu deviendrait une icône culturelle gravée dans la mémoire de millions de spectateurs à travers le monde. Et ce n'est pas seulement le costume, un autre détail, considéré comme un simple accessoire, est devenu un trésor à $1 million. 17. La piste de danse disco du film vendue aux enchères pour 1,2 million $. Dans le Club 2001, Odyssey, l'équipe du film, a dépensé $15 000 pour construire une piste de danse lumineuse. Un simple accessoire à l'époque, mais qui est devenu l'âme de Saturday Night Fever. Les lumières clignotant au rythme de la musique en ont fait le cœur de chaque scène. Des années plus tard, lorsque la boîte de nuit a fermé cette piste, a été mise aux enchères et a stupéfié le monde, elle avait été vendue pour 1,2 million $. L'identité de l'acheteur n'a jamais été révélée, mais des rumeurs suggèrent qu'il s'agissait d'une fan fortunée prête à dépenser une somme colossale pour posséder son propre sanctuaire disco. Cette frénésie ne s'est pas arrêtée aux objets, elle a également enflammé le cœur des spectateurs, les transformant en fans passionnés. 20. The Bee Gees wrote the music at the last. Combien de fois avez-vous vu Saturday Night Fever? Quelque part, une fan a dépensé son argent pour revoir le film 17 fois pendant sa sortie en salle. Ses parents pensaient qu'elle était obsédée, mais pour elle, et pour toute une génération, ce film n'était pas seulement un divertissement, c'était un mode de vie. Les gens le regardaient encore et encore, non seulement pour voir Travolta danser, mais aussi pour se voir reflété dans ce monde disco enfiévré. Le film a transformé les spectateurs en disciples faisant des cinémas de véritables églises disco. Mais pour créer cette fièvre, peu savent que l'équipe a dû lutter avec une méthode de tournage extrêmement audacieuse. 19. L'équipe a filmé en mode guérilla dans les boîtes de nuit de Brooklyn pour économiser de l'argent. Avec un budget modeste de 3 millions $, l'équipe n'avait pas les moyens de construire des plateaux grandioses. La seule solution était de louer de vraies boîtes de nuit à Brooklyn, de tourner toute la nuit et de tout nettoyer avant la réouverture le lendemain matin. Les membres de l'équipe racontent « Nous arrivions avec les caméras, les lumières, la musique et transformions l'endroit en plateau de tournage pour quelques heures. C'était du cinéma guérilla au sens propre. » Cette contrainte a paradoxalement créé une authenticité rare, car tout ce que les spectateurs voyaient à l'écran provenait directement de l'énergie brute de la réalité. 20. Les Bee Gees ont composé la musique à la dernière minute. Lorsque les Bee Gees ont été engagés pour la musique, la plupart des scènes étaient déjà tournées. Ils n'avaient même pas vu le scénario et ont composé en un week-end frénétique une série de nouveaux morceaux mêlés à quelques anciens, dont le légendaire Stayin' Alive. Mais à ce moment-là, la musique n'existait pas encore, alors sur quoi les acteurs dansaient-ils? Selon John Travolta, ils ont répété leur chorégraphie sur des chansons de Boz Scaggs et Stevie Wonder avant que les voix des Bee Gees ne viennent remplacer ces pistes. Saturday Night Fever n'est pas seulement un film, c'est une icône qui a transformé le cinéma et la musique mondiale. Chaque pas de danse, chaque mélodie s'est gravé dans la mémoire d'une génération. Plus de 4 décennies plus tard, cette œuvre conserve son pouvoir d'attraction, à la fois envoûtante et controversée. C'est pourquoi elle restera à jamais inscrite parmi les légendes immortelles. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer d'autres secrets cinématographiques renversants.